Mesdames et messieurs, chers invités, en tant que partenaire de longue date du Forum économique international des Amériques, l'Université McGill est très fière de vous présenter, à l'occasion de cette 30e édition de la Conférence de Montréal, une discussion qui portera sur les relations canado-américaines. So today we convene not only to acknowledge the intertwined histories and long-standing economic ties between our neighboring nations, but to delve into the intricate dynamics that shape their futures, particularly in relationship to shared innovation and business, as well as in the interplay in the context of the upcoming United States presidential election. By fostering strategic partnerships and leveraging each other's strengths, businesses on both sides of the border can unlock new avenues for growth and seize opportunities for emerging markets. This panel aims to explore how such synergies can be harnessed to propel both economies forward, driving innovation, creating jobs, and ultimately enhancing success and prosperity. As someone who has dedicated a significant portion of her career to advancing university research and learning in Canada, after relocating to Quebec from the United States many, and I'm going to add, many years ago, I'm particularly delighted to be standing here today for a discussion that holds both professional and personal resonance for me. I know firsthand how these two countries have robust innovation ecosystems, both driven by a relentless pursuit of excellence and a strong spirit of collaboration that will serve them well to foster a synergy between businesses, university researchers, and governments that is increasingly crucial today. Maintenant, permettez-moi de vous présenter nos distingués conférenciers. D'abord, j'ai la lourde tâche de présenter une personne qui la plupart d'entre vous connaissez bien. L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, qui est guidé par une profonde compréhension de l'écosystème d'innovation du Canada et un engagement indéfectible en favoriser le progrès et le développement de nos pays. Il discutera avec la Madame Véronique Proulx, présidente et directrice générale des manufacturiers et exportateurs de Québec. Mais avant de céder la parole, je tiens à exprimer notre sincère gratitude à l'honorable ministre Champagne pour son engagement résolu et immuable à développer et faire rayonner la recherche et innovation au Canada. His steadfast advocacy and determination have been instrumental in fostering this nation's innovation and enhancing its global competitiveness. Furthermore, his support for research initiatives in the most recent federal budget and his continued efforts to champion the interests of our province underscore his dedication to building a brighter future for all Canadians. Nous sommes profondément reconnaissants de son leadership et nous sommes patients de poursuivre nos collaborations au bénéfice du Québec et du Canada. Monsieur le ministre, Madame Proulx, merci d'être avec nous. Je vous cède la parole. Alors, bonjour à tous. Bonjour, Monsieur le ministre. Bon matin. Ça va bien? Ben oui, Madame la mairesse, 55 millions, ça se prend bien, hein? Je regardais votre sourire de loin, là, grande annonce. Si je l'avais su, je l'aurais dit à Paul Arcand ce matin, mais je pense que vous allez avoir la chance d'en parler, parce que c'est quand même quelque chose. Là, avec, si on est en train d'amener les meilleures pratiques de Bailey Bishop à Longueuil, je pense qu'on va avoir quelque chose d'intéressant. Alors, félicitations. Vous êtes toujours une grande leader chez nous au Québec. Content d'avoir vu le secret maintenant. On est quoi, 2000 à le savoir maintenant, mais c'est un secret bien gardé.
C'est une très belle nouvelle ce matin, effectivement. Alors, Monsieur le ministre, je suis vraiment ravie d'avoir la chance d'échanger avec vous ce matin sur l'état des relations Canada-États-Unis. Je pensais qu'on avait 30 minutes, je pense qu'on est à 20. Alors, je vous propose qu'on se lance dès maintenant. Allez-y. On y va. Ben oui. Alors, Monsieur le ministre, votre gouvernement était au pouvoir lors du dernier mandat de l'administration Trump. Donc, vous avez connu la renégociation de l'ALENA, les tarifs sur l'acier et l'aluminium. On le sait, les démocrates sont protectionnistes, mais les républicains sous l'administration Trump étaient protectionnistes, mais aussi très imprévisibles. Donc, il y a de plus en plus de préoccupations de la part des exportateurs québécois-canadiens quand on voit les élections mi-mandat qui arrivent. Alors, ma question pour vous, comment concrètement votre gouvernement se prépare pour ces élections, indépendamment du résultat qu'il y aura? Oui, tout à fait. D'abord, bon matin tout le monde. Permettez-moi, avant de commencer, 30 ans de la conférence de Montréal, je pense qu'on doit tous une grande main d'applaudissements. La famille Rémillard, les gens de Power Corporation qui sont là, mais 30 ans de succès, 30 ans de leadership, c'est le genre de conférence dont on a besoin à Montréal. Moi, je peux vous dire, ça fait rayonner Montréal. C'est important que Montréal soit vu comme une plateforme de rayonnement académique, mais scientifique. On l'a vu avec l'Université McGill, on le voit avec des grands événements. Tu sais, Montréal, c'est une ville qui attire. Alors, longue vie à la conférence de Montréal et assurons-nous que grâce à la famille Rémillard qui a eu, Gilles, je pense, qui a eu cette vision-là, de mettre Montréal, d'amener les grands décideurs de ce monde. Moi, je pense dans un monde qui est de plus en plus fractionné, il y a encore un intérêt plus grand dans les démocraties libérales de parler ensemble et certainement de façonner un avenir. Vous l'avez bien dit, écoutez, nous, on a la chance. Moi, j'ai été ministre des Affaires étrangères sous une partie de l'administration Trump, quand c'était Mike Pompeo qui était mon collègue, président Trump. On a l'expérience, comme vous dites, de travailler avec des administrations démocrates, républicaines. C'est un avantage. Vous savez, moi, je viens de Shawinigan. Il y a quelqu'un de mon coin qui dit souvent, vous savez, ça fait 150 ans au moins qu'on fait des affaires avec les Américains. Alors, des enjeux, on en a toujours eu. Mais quand on regarde l'état du monde aujourd'hui, je peux vous dire, j'étais justement avec des décideurs américains, bon, gouverneur d'Alaska avant-hier, gouverneur de l'Illinois. Je peux vous dire qu'il y a comme une compréhension qu'on doit faire plus ensemble. Tu sais, dans un monde en pleine turbulence, les Américains me disaient récemment, on était à Madrid ensemble à un sommet, ils me disaient, écoutez, l'économie va mieux qu'on pensait, mais la géopolitique est pas mal pire que ce qu'on avait anticipé. Alors, dans un monde en pleine turbulence où on voit non seulement des enjeux géostratégiques en Europe, évidemment dans le détroit de Taïwan, au Moyen-Orient, des enjeux d'inflation, de coût de la vie, moi, je pense qu'on a tout avantage à travailler ensemble. Moi, mon message, quand je vais aux États-Unis, puis Mme Clark on a été ensemble sur différentes conférences, toujours, la première chose que les Américains veulent aborder, c'est d'abord l'enjeu de sécurité. Vous savez, aujourd'hui, la sécurité nationale, la sécurité économique, ça fait un. Certainement, quand vous êtes dans une position comme celle-là aux États-Unis, donc, pour moi, c'est toujours de dire, écoutez, l'enjeu de sécurité de le Nord, l'Arctique, certainement, on comprend ça. Puis les dépenses ou même les investissements que je dirais qu'on a fait en défense récemment le prouvent. Je peux vous dire que nos amis américains comprennent. J'étais avec le commandant des forces de l'OTAN, ce qu'on appelle le SACEUR en Europe, Chris Cavoli, qui quand même est commandant de 300 000 troupes en Europe. Il disait que la contribution canadienne, elle est importante, elle est ciblée. On l'a fait dans les appareils de patrouille maritime récemment. On le fait certainement. Là, on va avoir à Montréal, c'est peut-être une primaire, je ne suis pas sûr que tout le monde le sait, mais le centre d'excellence en cybersécurité de l'OTAN va être à Montréal. On est aussi dans un processus d'acquisition au niveau des sous-marins. Donc, je pense que nos voisins américains comprennent que l'enjeu géostratégique, géopolitique, on le comprend bien. Deuxième chose, c'est la résilience des chaînes d'approvisionnement. Moi, je pense qu'on vit dans un monde où les chaînes d'approvisionnement qui étaient globales deviennent plus régionales. On met plus d'emphase sur la résilience. On a vu le COVID. Hein, on a encore un peu cette idée-là où on se disait c'était quand même bizarre que moi, j'étais ministre à l'époque, que pays du G7, on avait investi des milliards, par exemple, pour assurer la santé et sécurité des citoyennes et citoyennes. Mais qu'on avait de la difficulté à trouver même des choses de base. Alors là, on s'est dit, résilience, pour moi, c'est quoi? Ben, c'est semi-conducteurs. D'où là, l'idée, vous vous rappelez peut-être, ça va faire sourire des gens, où j'ai lancé l'idée qui a été reprise, tant mieux. J'ai dit, si on avait un pacte de l'automobile entre Windsor et Détroit, pourquoi on n'aurait pas un pacte des semi-conducteurs, le fameux corridor Albany-Bromont? Pourquoi? Parce que je rappelais à nos amis américains que 80 de tous les semi-conducteurs qui sont fabriqués aux États-Unis sont assemblés, testés à Bromont, ici au Québec.
Alors, imaginez l'impact de ce qu'on peut avoir quand on parle de la résilience. Même chose au niveau des minéraux critiques, même chose évidemment au niveau, par exemple, là, la révolution technologique au niveau des batteries. Les usines de Bécancour vont servir les usines américaines. Et moi, ce que je veux toujours, c'est m'insérer de façon stratégique dans des chaînes, s'attaquer aux vulnérabilités. Évidemment, les minéraux critiques sont essentiels là-dedans. La troisième chose, c'est au niveau de la croissance. Moi, je pense quand vous regardez l'espace économique mondial, le continent nord-américain, certainement entre le Canada et les États-Unis, mais aussi avec le Mexique, c'est quand même l'un des blocs économiques les plus importants au monde. Pour vous donner une idée, j'étais avec le gouverneur de l'Illinois, puis ça va vous faire sourire. Je n'avais même pas réalisé, puis pourtant, je passais un peu de temps là-bas. Mais si vous pensez que l'économie de l'Illinois, c'est 1 trillion. Donc, si l'Illinois, comme État, était un pays indépendant, il ferait partie du G20. Alors, tu sais, quand je pense à ça, je me dis, on a à côté de nous un partenaire stratégique, un allié de taille, un partenaire économique avec qui on peut développer. Et dans un environnement géopolitique où il y a beaucoup de turbulences, moi, je pense que c'est dans notre intérêt. C'est pour ça que je vous dirais, le message qu'on porte, moi, souvent, il y a peu de gens qui se lèvent aux États-Unis le matin en pensant au Canada. Je veux dire, j'espère qu'il y a quelqu'un de nos conseillers qui le font, mais je vous dirais, il s'agit de ramener le message. C'est un amour asymétrique. Hein? Moi, je vais là-bas, j'amène beaucoup d'amour parce que je leur demande de penser à nous parce que, vous savez, c'est un peu comme un beau-frère et une belle-sœur. On les appelle pas à leur fête nécessairement, mais ils sont toujours là quand on a besoin. Alors, c'est un peu cette relation-là. Je leur dis, il faut passer d'une relation où on est gentil à une relation où on est stratégique. Parce que l'avenir des États-Unis et du Canada, notre relation, je dis souvent, nos amis britanniques parlaient d'une relation spéciale. Moi, je dis c'est la relation indispensable pour la sécurité, pour la prospérité, pour la croissance. Et les Américains, quand je vais voir les républicains, ils me disent « On vous aime, vous parlez des affaires. » Puis quand je parle aux démocrates, ils disent « Vous êtes alignés dans la politique publique. » Ah, ça semble plaire à tout le monde. Excellent, ça, c'est excellent. Donc, dans le fond, le Canada, ce que vous dites, se positionne bien auprès des États-Unis, tant dans le contexte des changements géopolitiques, parce qu'on est un partenaire essentiel face à la Chine, face à la montée en puissance de la Chine, mais également au niveau de nos chaînes d'approvisionnement. Alors là, je nous ramène aux élections du mandat qui s'en viennent. Je pense à nos exportateurs qui demeurent quand même préoccupés. L'administration Trump a dit, si je suis élu, ça va être 10 de tarif à l'importation sur tous les produits. Donc, beaucoup de préoccupations, d'incertitudes. Vous avez annoncé Team Canada. Si vous regardez les 6 prochains mois, comment vous voyez le roll-out de ce plan-là et comment les exportateurs peuvent y contribuer? Ben, je vous dirais, c'est Équipe Canada. Bon, il y a l'ambassadrice Hillman, notre ambassadrice à Washington. Il y a ma collègue Mary Ng qui est avec moi. Donc, on est un peu des coprésidents de cette initiative-là. Mais on sait faire. Hein? Je regarde les gens dans la salle. Je veux dire, j'écoutais des panélistes avant, des gens qui connaissent bien l'intégration des chaînes d'approvisionnement. J'étais avec les gens d'Airbus juste avant. Je suis sûr qu'il y a les gens de Bombardier dans la salle. Je vois les gens d'Air Canada. Alors, les manufacturiers, vos membres comprennent bien l'intégration. Et c'est ça qui est important. Ce qu'on a fait, dans le fond, on a redoublé d'efforts. Moi, je pense, si j'avais une baguette magique, je me dis, plus je passe de temps aux États-Unis, plus je me dis que on devrait continuer de faire ça. C'est pas ponctuel. Pour moi, ça devrait être récurrent parce que, je vous donne un exemple. Je suis allé au Nebraska. Vous avez peut-être vu, on avait Radio-Canada qui nous a suivis, mais prenez le Nebraska, pas un État, je vous dirais, où beaucoup de gens diraient nécessairement que c'est un grand partenaire, mais 3 milliards d'échanges par année. 3 milliards d'échanges. Je compare avec plusieurs pays dans le monde. C'est plus que nos échanges commerciaux avec, je pourrais nommer peut-être une dizaine de pays européens. Et ça, c'est au côté de la frontière. Donc, on a avantage à bâtir ces liens-là. Moi, je l'ai fait, puis je vais vous dire, je le dis souvent en anglais, my job is to connect the dots. Hein? C'est de faire les liens que les gens ne voient pas parce que, je vous donne un exemple. Je suis aux États-Unis, je rencontre le gouverneur de la Géorgie, c'est un lundi matin, 8 heures. Je peux voir dans son visage qu'il me regarde en disant « Pourquoi je rencontre ce gars-là ce matin? Il y a quelqu'un dans mon équipe qui va être licencié ce matin. » Là, honnêtement, il me regarde et il se demande « Pourquoi je rencontrerais ce gars-là? » Il s'assoit, je dis « Monsieur le gouverneur, ça fait plaisir de vous rencontrer. Je ne sais pas qui vous rencontrez, mais je suis probablement la personne la plus importante que vous allez voir aujourd'hui. » Là, il s'assoit et dit « Ah ouais? Ouais. » J'ai dit « Vous êtes bon, vous? » Il dit « Oui. » Bon, je vous avais attiré 2 usines, Escott, oui, je connais bien le président. Vous avez une usine aussi importante dans le domaine des batteries. J'ai dit, ça donne bien, les minéraux critiques viennent de chez nous. Et tu peux-tu avoir votre numéro de téléphone? Ben, j'ai dit, votre usine dépend de mes minéraux critiques. On a avantage à travailler ensemble. Je vois le gouverneur de la Caroline du Sud. Même chose, je le vois. Puis il me dit, bon, plus ou moins heureux de me rencontrer. Mais après, il était là, il me texte depuis ce temps-là. Il me regarde et me dit,
Ouais, le Canada, tout ça. J'ai dit, vous avez une belle usine, vous, de BMW? Ah, il dit, oui, c'est moi qui l'ai amené. Je dis, ouais, c'est bien, je comprends ça. Saviez-vous que l'aluminium que vous utilisez, ça vient du Saguenay chez nous au Québec? Si moi, j'arrête de produire l'aluminium, vous ne produisez plus de voitures ici en Caroline du Sud. Même chose, il dit, je peux-tu avoir votre numéro de téléphone? Alors, l'idée, c'est de faire ces liens-là stratégiques. Même chose qu'on a fait dans les semi-conducteurs, on le fait dans les batteries, on le fait dans cette intégration économique. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est que si un jour, il y avait un changement d'administration, j'ai passé le week-end avec Bob Lighthizer, donc ça peut vous donner une idée qu'on est quand même proche des gens des deux côtés. Je veux dire, il y a une administration en place, il peut en avoir une autre, sait-on jamais. Mais je pense que nos voisins américains, on est plus intégrés qu'on l'était il y a 10 ans. Vous savez, moi, ça fait près de 10 ans que je suis ministre. J'ai commencé justement comme ministre du Commerce international. Je vous dirais qu'aujourd'hui, l'intégration stratégique des chaînes, elle est beaucoup plus prononcée, elle est beaucoup plus stratégique. Alors, peu importe qui sera à la Maison-Blanche, ces liens-là sont indissociables. Alors, ça nous positionne d'une façon exceptionnelle. Moi, je parle souvent pas de l'exemption canadienne, mais de l'exception canadienne. C'est-à-dire que pour la résilience américaine, tu sais, je vous donne un exemple. Les deux usines de GM et Ford de Bécancour ne vont pas servir seulement les usines canadiennes, ils servent à peu près l'ensemble des usines américaines. Donc, si j'arrête de produire à Bécancour, vous avez probablement la moitié des usines américaines d'automobiles qui arrêtent. Alors, vous comprenez que là, quand on parle avec les gens de la sécurité nationale aux États-Unis, avec les gens du commerce, avec les gens de l'énergie, avec les gens, par exemple, du secrétaire au Trésor, la relation elle est beaucoup plus stratégique parce que là, on dit, écoutez, on est ensemble dans ça et on comprend l'enjeu géopolitique. Parce que quand vous allez, je peux vous dire, à Washington ces jours-ci, la seule chose dont les gens vous parlent, c'est la Chine, la Chine, la Chine. Alors, évidemment, ils comprennent que nous, on a pris des mesures pour protéger notre industrie. Et je pense que cette intégration-là économique, c'est une bonne nouvelle pour vos membres, Véronique, parce que je pense que nos amis américains, j'étais avec Bob, comme je vous dis, il y a un week-end, ils nous voient d'une autre façon maintenant. Alors, peu importe qui sera là à l'administration, je pense qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, la résilience américaine, la croissance économique dépend de ce qu'on va faire ensemble. Excellent. Donc, ce que je comprends, c'est qu'on n'a plus de besoin de négocier des exceptions pour avoir accès au marché. C'est qu'ils ils ont besoin de nous. Ils ont besoin dans certains secteurs, segments critiques. On est bien positionné pour être un partenaire fiable, un partenaire de choix dont ils ont besoin. Il faut toujours être aux aguets, hein, parce qu'on le sait, ça fait 150 ans qu'on fait ça. Je parlais à M. Chrétien, il me disait, la question du bois d'œuvre, c'était là dans mon temps, puis ça va être là après toi. Là, fait que, écoutez, il y a des enjeux comme ça qui vont être pérennes. Mais ce qu'il faut regarder, moi, je regarde la forêt, je ne regarde pas l'arbre. Ce que je leur dis, c'est que dans le contexte géopolitique mondial, vous avez le meilleur ami allié à côté de chez vous. Vous avez avantage à faire ça. Comme on disait avec Aéro Montréal, on a accueilli récemment Boeing qui vient dans l'écosystème. Vous savez, il y a quand même des gens qui s'installent chez nous en disant, écoutez, s'il y a un pays où on peut venir, je vous donne l'exemple. Quand Norvolt a décidé de venir au Québec, c'est le plus gros investissement qu'on a de l'histoire, le plus gros investissement privé de l'histoire du Québec. Vous avez Honda qui a investi chez nous 17 milliards, le plus gros investissement privé de l'histoire du Canada, plus gros investissement de l'histoire automobile, mais aussi le plus gros investissement de l'histoire d'Honda. Dow Chemical, la même chose, le plus gros investissement de Dow Chemical de l'histoire de Dow, 137 ans, c'est à Fort Saskatchewan en Alberta. Et BHP, le plus gros investissement, plus grande compagnie minière au monde, en Saskatchewan, 21 milliards. Quand j'ai parlé au président, il dit, Monsieur le ministre, 21 milliards en un an et demi, c'est pas si pire. Alors, on doit faire quelque chose de correct. C'est de très beaux investissements. Félicitations d'ailleurs, c'est une excellente nouvelle pour l'industrie québécoise, canadienne et puis toute la filière. Je poursuis du côté des investissements, du protectionnisme toujours, parce que ça demeure un enjeu préoccupant. L'Inflation Reduction Act. Alors, c'est un bouquet de mesures fiscales que vous connaissez bien, qui a été annoncé il y a près de 2 ans, maintenant 2 ans cet automne en fait, qui vise à stimuler l'investissement industriel vert du côté américain. Et on a vu que ça fonctionne quand même très bien. Il y a eu beaucoup d'investissements dans le secteur privé. Et du côté canadien, on attend encore, que les mesures soient en place de façon officielle, prévisible, pour pouvoir réaliser nos investissements ici. Alors, 2 questions. 1, est-ce que le Canada en fait assez avec les mesures qui seront mises en place incessamment? Je pense notamment au crédit d'impôt pour le secteur de la fabrication propre, pour le secteur manufacturier. Est-ce qu'on devrait avoir des mesures qui favorisent ou qui exigent un contenu local, tout comme le fait l'Inflation Reduction Act? Moi, je vous dirais d'abord, on m'a posé souvent cette question-là. L'Inflation Reduction Act, pour moi, je pense que ça a été nettement bénéfique pour l'Amérique du Nord. Certainement le Canada, je l'ai dit souvent sur des plateformes américaines. Ça nous a permis de réindustrialiser l'Amérique du Nord.
Et moi, je suis un de ceux qui croient que le secteur manufacturier plus innovation, ça égale la prospérité. Et vous n'avez pas besoin de me croire. Regardez ce qui s'est passé, le miracle de la Corée du Sud, le Japon, l'Allemagne. Moi, je pense que c'était une erreur géostratégique à l'époque d'avoir laissé aller toute l'industrie manufacturière aller en Asie et de se retrouver aujourd'hui dans un déficit commercial. Et je pense qu'aujourd'hui, l'IRA, ça sera probablement dans l'histoire un des moments historiques où on a réindustrialisé l'Amérique du Nord. Et là-dessus, le Canada a vraiment gagné. Là. Honnêtement, quand on a commencé, moi, je peux vous dire, quand on a commencé avec l'usine de batterie avec mon collègue Fitzgibbon, M. Legault, on se disait, si on en a une, on est bon. Là, on dit, là, le téléphone n'arrête pas de sonner. Je veux dire, tellement que Bloomberg a mis que le Canada est en avance sur la Chine sur les 30 prochaines années sur la filière batterie. C'est quand même pas mal. Puis ça, c'est avant que je leur donne une entrevue, imaginez. Alors, imaginez après. Mais avant même que je leur donne une entrevue, il était là. Mais pensez que le Canada est devant la Chine dans le secteur... Tu sais, quand on parle de Bécancour à Tokyo, ça va bien, là. Je veux dire, Bécancour, c'est une ville de 5000 personnes. Là. Et les gens, quand j'arrive avec le chairman d'Omda, il me dit Bécancour, c'est quand même pas mal là, de voir qu'on est rendu là, qu'on s'est positionné de façon stratégique. Et moi, je pense que le Canada a vraiment gagné dans cette attirer tu sais, vous parlez d'Honda, mais vous parlez de Volkswagen, la première grande usine en dehors de l'Allemagne, la plus grande usine de Volkswagen en dehors de l'Allemagne, ça va être au Canada. Écoutez, moi, quand j'ai commencé, les gens me disaient, mais monsieur le ministre, pourquoi vous appelez du monde qui sont jamais venus? Ben, je dis, en affaires, si je pars toujours au même monde, je n'aurai pas de nouveaux clients. J'ai dit, écoutez, c'est aussi simple que ça. Ils m'ont dit, les Européens ne sont jamais venus au Canada. Ben, c'est encore une raison de plus de les appeler. Alors, ça a été un cold call. Je vais mettre ça un jour dans un livre. J'ai gardé le message texte. Non, honnêtement, c'est comme ça qu'on a commencé. On a dit, écoutez, regardez le Canada. On a la main-d'œuvre la plus qualifiée au monde. On a un écosystème. Le Canada, c'est le 3e manufacturier, si vous prenez le corridor avec Détroit et Windsor au monde. On a les minéraux critiques et la proximité des usines d'assemblage et des gisements. L'énergie renouvelable, alors que la décarbonation puis la digitalisation de l'économie, c'est ce qui est clé. Puis l'action au marché. Le choix je me rappelle quand j'étais avec le PDG de Volkswagen, il dit, le Canada, c'est pas nécessairement, c'est le choix logique pour nous dans l'avenir. Alors, moi, je vous dirais qu'on est bien là. Est-ce qu'on en a fait assez? Moi, je pense que oui, parce que l'idée, c'était pas de faire une guerre aux subventions. Vous savez, nous, on est le Canada, on peut pas compétitionner dans la même façon que les Américains. Par contre, il faut rester compétitif. Moi, je dis souvent aux détracteurs, je dis, écoutez, moi, je ne suis pas une île dans le Pacifique. Je ne peux pas m'exclure de l'environnement nord-américain. Je compétitionne avec le Tennessee, avec la Caroline du Sud, avec le Mississippi continuellement et même mes partenaires européens. Alors, il faut que j'aille au moins ce qu'on appelle en anglais un level playing field, qu'on ajuste évidemment pour qu'on soit compétitif, mais ce qui nous a fait gagner, c'est nos travailleurs. Ce qui nous a fait gagner, c'est le dividende de M. Bourassa, c'est l'énergie renouvelable qu'on a au Québec. Tout le monde veut venir chez nous maintenant. La preuve, c'est qu'avec Pierre Fitzgibbon, il faut décider qui peut venir parce que tout le monde veut décarboner, parce qu'évidemment, c'est l'un des grands segments. Et là, aujourd'hui, on a une des chaînes d'approvisionnement en matière de... Moi, je dis, on a pris une opportunité générationnelle parce que souvent, les gens me disent, on aurait pu faire des états généraux. À un instant, la transition vers des véhicules électriques s'en venait, le train passait, puis on a réussi à avoir une gare au Québec. Moi, je me dis, on peut-tu être fiers de temps en temps? Parce que sinon, le train aurait continué. Là. Ben, quand j'ai rencontré Paolo et son patron, je peux vous dire qu'on n'était pas sur la liste. C'était 2 Suédois en Californie qui viennent de Tesla. Puis ont décidé de s'installer au Québec. Moi, je pense, comme Québécois et Québécoises, on doit être fiers qu'on ait réussi à avoir une gare chez nous qui va permettre de nous positionner. Le Québec est entré dans l'industrie automobile. Quand est-ce qu'on est rentré dans une grande industrie comme ça? Quand on parle avec des milliers de PME, on parle des dizaines de milliers d'emplois. Moi, je pense que c'est l'avenir industriel du Québec qui s'est redessiné. Absolument, absolument, tout à fait d'accord. Je me permets de rebondir sur le level playing field. Puis je reviens au protectionniste une dernière fois avant la fin de notre conversation. Quand on parle de contenu local, on a beaucoup d'entreprises au cours des années qui nous ont dit, pour avoir accès aux contrats publics étrangers, on doit s'établir à l'étranger, on doit avoir un footprint local, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Par contre, quand on veut avoir accès aux contrats publics canadiens, les entreprises étrangères peuvent y avoir accès sans avoir un pied à terre. Et l'idée, on est pro-libre-échange, on veut que les frontières restent ouvertes, mais il y a quand même cette préoccupation-là de comment est-ce qu'on peut avoir une discrimination positive à l'égard des produits qui sont fabriqués ici au Canada en lien avec les contrats publics.
Ça, là-dessus, je dois dire que Véronique fait un travail exceptionnel. Moi, je peux vous dire que les gens du secteur manufacturier sont chanceux de vous avoir comme une voix. Moi, je suis très sensible à ça. Évidemment, je suis un ancien ministre du Commerce international, je suis bien au fait des accords commerciaux, mais très sensible aussi à favoriser nos entrepreneurs de chez nous parce qu'on a beaucoup de talents chez nous qui nous permettent, je regarde dans le domaine ferroviaire, je regarde dans le domaine même les nouvelles filières qu'on a faites dans l'aéronautique, on n'en parle pas dans le domaine. Alors, on a beaucoup de compétences chez nous. Moi, je pense qu'à chaque opportunité, il faut favoriser l'achat local dans le respect des règles, évidemment, qu'on a fait. Mais je veux juste clarifier qu'en vertu de l'accord de libre-échange qu'on a avec l'Europe, vous savez, quand vous êtes une compagnie canadienne, vous avez le droit vous avez accès au marché public en Europe. C'était un des grands gains parce que, vous savez que moi, quand je parle du Canada, je parle jamais de 40 millions de personnes. Je dis, quand vous venez au Canada, vous avez accès à 1,5 milliard de consommateurs. C'est ça la réalité parce que le Canada est le seul pays du G7 qui a un accord de libre-échange avec tous les autres pays du G7. Et c'est ce qui m'a permis, quand j'ai négocié, parce que vous savez, les gens pensent souvent que c'était les subventions publiques qui nous ont permis d'attirer ça. La première chose qui a attiré les gens chez nous, c'était la compétence. Les gens me disaient, il n'y a pas un pays dans le monde où on demeure, puis les grandes universités en font beaucoup, où on attire des talents. Le Canada, moi, je peux vous dire, c'est, comme on dit en anglais, un magnet for talent. Les gens viennent chez nous, veulent rester, veulent bâtir. Deuxième chose, je vous dirais, c'est ce qu'on a offert comme écosystème. Puis le Canada, vous savez, c'est assez petit qu'on se connaît tous, mais c'est assez grand pour être intéressant. Alors là-dessus, ça nous a permis de cibler ceux qu'on voulait faire venir chez nous, permettre à nos entreprises québécoises. Puis je le dis parce que, vous savez, les gens m'ont souvent dit, mais quand vous amenez des grands joueurs, ça fait quoi? Je vais vous donner un exemple. Moi, je viens de Shawinigan. Il y en a qui le savent. Écoutez, les deux plus grosses PME de chez nous sont dans le domaine de l'aérospatial. Je me dis souvent, est-ce que Delastec et Placeteco auraient pu vendre chez Boeing à Seattle s'il n'y avait pas eu un écosystème d'aérospatial à Montréal? Peut-être, mais ce n'est pas nécessairement facile. Est-ce qu'ils auraient pu vendre à Toulouse, à Airbus? Ce n'est pas nécessairement plausible. Mais parce qu'on a créé un pôle, les deux plus grandes PME de mon coin, qui ont 100-150 employés, sont des fournisseurs de l'aéronautique à Seattle et à Toulouse et Montréal. C'est ça la force d'un écosystème. Alors, c'est ça qu'on a bâti dans le domaine, évidemment, automobile. Et moi, je pense que dans 20 ans, 30 ans, un peu comme quand M. Bourassa avait lancé les grands projets hydroélectriques, allez voir la presse à l'époque, qui n'était pas tellement populaire, mais il a fait rêver les Québécois et Québécoises en disant on est capable de faire des grandes choses. On a le talent, on a l'expertise. Puis regardez aujourd'hui Hydro-Québec, ça fait l'envie du monde. Le Québec fait l'envie du monde. On est la première juridiction sur 60 en Amérique du Nord avec l'hydroélectricité. Le monde veut venir chez nous parce qu'ils savent que chez nous, on a tout pour l'économie du 21e siècle. Excellent. Écoutez, Monsieur le ministre, on arrive déjà à la fin. On arrive déjà à la fin, mais... Moi, je serais resté avec vous. Je serais restée avec vous aussi. Ça a été vraiment agréable, très plaisant. En fait, je tiens à vous remercier parce que je pense qu'on a un excellent ambassadeur de l'innovation, de l'exportation. Vous faites rayonner le Québec, le Canada à l'étranger et surtout dans les dernières années, vous avez vraiment été l'instigateur qui avait attiré toute une nouvelle filière, vous l'avez mentionné, au Québec, au Canada, qui va nous permettre pour des années d'assurer la pérennité de façon durable du secteur manufacturier, de tout son écosystème. Alors, je tiens à vous remercier. Merci pour cet échange. Merci à tous. Merci à la Conférence de Montréal.